Nicolas Binet. Alors, je ne savais pas que j'intervenais, donc ce sera un peu comme ça au débeauté. J'imagine que ça a assez peu de rapport avec le thème de la conférence après. Mais voilà, plutôt peu. C'est pas grave. C'est pas grave. Que vous parlez de nous, je vais vous parler d'un de nos clients dont on est assez fier, qui est l'aéroport de Hong Kong, pour qui on travaille et pour qui on va travailler sur les 4 prochaines années. L'aéroport de Hong Kong, ils ont énormément de problématiques sur la fluidité du trafic dans leur terminal. L'aéroport de Hong Kong, ils ont perdu le mois dernier 35 000 passagers au départ, qui sont perdus, alors pas perdus, ils sont restés dans le terminal, mais qui n'ont pas pris le train, l'APM qui est disponible, et qui sont arrivés en gate 20 minutes en retard, ce qui a fait qu'ils ont eu des problèmes de départ de vol à l'heure. Donc ça, c'est le mois dernier, c'est 42 000 passagers perdus. L'aéroport de Hong Kong, c'est à peu près 50 000 passagers en transfert tous les jours. Et sur ces 50 000 passagers en transfert tous les jours sur le mois de mai, c'est 35 000 passagers qui ne vont pas en zone de retail. Alors ça dépend évidemment de la configuration de l'aéroport. Mais c'est 35 000 passagers qui passent 2 heures dans le terminal sans aller en zone de commerce ou de food and beverage. Et donc, ils ne font pas de chiffre d'affaires. Donc l'aéroport de Hong Kong travaille sur de la signalétique et de l'information voyageurs pour amener ces passagers en transfert un peu plus vers les zones évidemment commerciales. L'aéroport de Hong Kong, c'est également 2 zones d'émigration après la zone de check-in. C'est 70 000 passagers départ par jour et ils vont livrer à partir du mois prochain des informations en temps réel en zone d'enregistrement pour orienter les passagers au départ vers la zone d'émigration nord ou les zones d'émigration sud en fonction du trafic à venir. Est-ce que j'ai plus de passagers à droite ou à gauche, de la disponibilité des policiers aux aubettes, et pour fluidifier le trafic et que les passagers aient une expérience plus agréable. Voilà. Donc comment Hong Kong fait ça? C'est en mettant à disposition toutes les données qu'ils ont déjà, en fait, qui ne sont pas des nouvelles données, qui sont les plans des terminaux, qui sont des données de planning de vol, qui sont à disposition de tous les aéroports, des données type PBS, Scan de Boarding Pass, et des logs Wi-Fi qui nous permettent de tracer de façon anonyme, dans le respect de la GDPR et des différentes réglementations internationales comme la CNIL en France, d'avoir une trace et donc de savoir ce qu'a fait un passager dans le terminal. Et nous, on est donc éditeur de logiciels, donc c'est SmartFlows, et on accompagne nos clients qui sont des gestionnaires de flux sur des sites complexes, donc c'est principalement des aéroports, des gares, des centres commerciaux, sur notre offre SaaS, sur des contrats de 3 à 5 ans. Sur 4 continents, on a plus de 350 sites dans le monde pour lesquels on produit de la donnée à J+1 et en temps réel, qui servent à la fois des sujets d'optimisation des opérations, d'augmentation du chiffre d'affaires dans des zones retail et des sujets d'information voyageurs. Voilà, et en complément, alors je ne sais pas si je suis le seul que vous allez voir aujourd'hui dans ce monde un peu des startups. On est une startup au sens où on fait de l'innovation. On n'est peut-être plus une start-up au sens où on est rentable depuis 7 ans, autofinancé, et on a des clients pour lesquels on a des contrats de 3 à 5 ans. Voilà, et on est heureux parce qu'on a gagné le marché d'Aéroports de Paris, donc on va accompagner Aéroports de Paris sur les 5 prochaines années jusqu'en 2024 sur ce sujet-là, sur les 11 plateformes parisiennes. Voilà. Ok, bah écoutez, bravo. Bonne continuation. Vous pouvez rester pour le débat s'il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc notre débat notre panel porte sur le New Space. Au fond, qu'est-ce que c'est déjà le New Space et est-ce qu'il pourra mettre en orbite des nouvelles pépites qui n'existaient pas jusqu'à présent? On parle beaucoup d'Elon Musk, on parle beaucoup de Blue Origin, on parle de lanceurs réutilisables qui réatterrissent, voilà, de choses un petit peu spectaculaires qui font le buzz sur Internet, mais apparemment le New Space, c'est pas seulement ça. Ça peut être aussi tout simplement des nouvelles méthodes de fabrication. Ça peut être des petites constellations. Nous allons en avoir des exemples, enfin un exemple sur ce panel. Donc, je vous présente, je ne sais pas si je dois vous le présenter, mais Jean-Jacques Dordain, qui est quand même très connu dans le milieu du spatial. Voilà, ancien donc secrétaire général de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne. Donc, juste à côté de lui, Grégory Pradels, qui est fondateur de New Space Factory, qui fait partie d'Aerospace Valley. Et il nous expliquera un petit peu pour lui ce qu'est le New Space.
Ensuite, Benoît Despères, qui est fondateur d'une start-up qui s'appelle Aerospace Lab et qui nous vient de Belgique. Et enfin, Joël Corsa-Kissoc, qui est fondateur de Syntony, également une start-up dédiée au spatial et qui fait sans doute partie de ce mouvement du New Space. Alors, dans un premier temps, moi, j'avais envie de vous demander à chacun alternativement, en quelques mots, pour vous, ce qu'est le New Space. Comment vous l'envisagez? Voilà, alors peut-être Jean-Jacques Dordain. Il y a un micro, si vous voulez. Voilà. Oui, merci. Bon, le New Space, bon, d'abord, je vous rassure, ça n'est pas un univers parallèle à l'espace. Ça fait bien partie de l'espace. C'est un mouvement qui est en train de faire bouger l'ensemble du secteur spatial, qui démontre l'importance qu'a pris l'espace, et puis qui rendra l'espace encore bien plus important dans le futur. Donc, pour moi, le New Space, c'est une très bonne nouvelle. OK. Grégory Pradels. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une très bonne nouvelle, le New Space. Une très bonne nouvelle pour nos entreprises, notamment. Pour moi, le New Space, c'est assez clair dans ma tête, enfin, en tout cas, c'est une définition, somme toute personnelle. C'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que, de mon point de vue, le spatial industriel, depuis son origine, a été tiré par la commande publique, par des ambitions étatiques. Donc, c'est une commande qui est tirée par le haut, donc c'est vraiment du top-down. Et notre tissu industriel a été alimenté par ces appels d'offres pour construire l'infrastructure ou les services autour du spatial. Et le New Space, c'est le changement de paradigme. C'est-à-dire que maintenant, ce sont des entrepreneurs qui veulent proposer par eux-mêmes leurs propositions. Donc c'est du bottom-up. C'est-à-dire que c'est une révolution, comme toutes les révolutions, qui vient par le bas. C'est-à-dire qu'on n'attend plus de la part des grands une commande, mais on vient proposer quelque chose sur le marché. Alors c'est un changement de paradigme fort pour nous en France, on était un des pays à l'initiative du spatial industriel mondial. On s'est construit, tout notre tissu industriel s'est conçu autour de la commande publique, et donc passer dans le New Space, c'est une rupture pour notre industrie, et donc il y a beaucoup de challenges autour de ça. Mais c'est une très bonne nouvelle, puisque ça donne plus d'opportunités à tout notre tissu industriel. Et c'est pour ça qu'on a créé New Space Factory, pour répondre à cette envie de ces entrepreneurs d'aller proposer par eux-mêmes leurs projets autour de l'espace. Benoît Despères, votre vision du New Space? Elle est assez complémentaire avec ce qui a été dit juste avant. Donc, moi, je pense que le New Space, c'est une question de changer les paradigmes et d'oser remettre en question les recettes usuelles toujours utilisées dans l'industrie spatiale depuis sa création, où on ose justement explorer des voies qui n'ont pas encore été explorées en termes de conception, de répondre à des besoins, d'élaborer des nouvelles solutions, avoir une prise de risque et un peu ce mélange d'insolence du jeune ingénieur qui sort de l'école et qui ne se retrouve pas forcément dans les codes des bureaux d'études établis depuis quelques décennies. Voilà. D'accord. Très bien. Donc moi, je représente une entreprise qui est à cheval entre l'infrastructure et les applications. Donc je vais aussi parler du New Space du côté application. J'ai eu la chance inouïe de rencontrer Elon Musk il y a une dizaine d'années dans son usine de Los Angeles. Au tout début, alors? Exactement, c'était juste avant le premier vol de Falcon 9. Il nous a donné, j'étais avec un associé qui s'appelle Christian Beck, il nous a donné envie en fait de se lancer dans cette aventure, on va dire, libérer, je ne vais peut-être pas utiliser les liens, enfin, en tout cas des contraintes, disons des donneurs d'ordre. Et on parlera de ce que l'on fait maintenant. Oui, tout à fait après. Alors Jean-Jacques Dordain, maintenant qu'on a posé un petit peu ce que c'était pour vous le New Space, comment ça s'articule dans le paysage spatial actuel, avec notamment les agences, les grandes agences spatiales, ESA, le CNES en France? Est-ce que finalement ça se construit contre elles ou avec elles? Comment vous voyez un petit peu les choses? Non, ça ne se construit pas contre elles, loin de là. Ou en rupture avec des... Je vais y revenir. Simplement, bon, déjà, poser la question New Space mettra-t-il en orbite des pépites, c'est déjà exprimer un doute. Moi, je peux vous dire, je n'ai pas de doute. J'ai confiance dans le New Space et je suis sûr que le New Space met déjà des pépites en orbite et ça n'est qu'un début.
et là, je vais peut-être reprendre un peu des commentaires qui ont été établis. Et justement, pour moi, il n'y a pas d'opposition entre l'approche bottom-up et l'approche top-down. Et d'ailleurs, le pire, ça serait de remplacer l'un par l'autre. Je pense qu'on a besoin des deux. Parce que les acteurs du New Space ont besoin du terreau fertile que l'espace a construit depuis 60 ans, y compris en Europe. Et il ne faudrait surtout pas supprimer ce terreau fertile, parce que qu'est-ce que c'est que ce terreau fertile? C'est-à-dire, pour que des jeunes pousses se développent, il y a besoin de 3 ingrédients. Il y a besoin de technologie, puisque ces jeunes pousses utilisent des nouvelles technologies. Il y a besoin de clients. Et j'allais dire de clients, et ça je suis tout à fait d'accord, des clients qui sont en dehors des clients traditionnels et donc des gouvernements, mais il y a de plus en plus de clients. Et puis, troisièmement, il faut des talents. Alors, Benoît a dit qu'il fallait des jeunes talents. Il y a aussi des vieux talents. Mais enfin, il y a besoin de talents. Et ça, ça me semble essentiel. Et donc, si vous avez ces 3 ingrédients, vous avez le terreau qui permet de faire germer des pousses. Et puis, comme dans toute culture, une fois que vous avez des germes, il faut 2 éléments de croissance, de l'eau et de l'engrais. Alors l'eau, c'est l'argent. Il faut de l'argent. À la fois pour investir, mais aussi pour racheter, parce que ces jeunes pousses ont besoin de croître et donc ont besoin d'argent. Et puis, je pense que l'engrais, c'est la mise en réseau. Il faut avoir des réseaux, justement, qui permettent de coupler technologie, clients et talents. Donc voilà. Et moi, je pense qu'en Europe, il y a tous les ingrédients, il y a tous les éléments de croissance. On ne manque pas de ça en Europe, et c'est la raison pour laquelle j'ai confiance. Alors bien sûr, le New Space a commencé aux États-Unis, mais bon, ça c'est pas une grande surprise. D'ailleurs, s'il n'avait pas commencé là-bas, on l'appellerait Espace Nouveau. Hein. Mais pourquoi a-t-il commencé aux États-Unis? Je vais reprendre mes ingrédients, parce que il y a là-bas un volume de technologie qui n'a pas d'équivalent au monde, et ça c'est lié à l'investissement public. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas que le New Space assèche les investissements publics. Et donc il y a aux États-Unis un investissement public qui est de 45 milliards de dollars par an, à comparer avec les 7 à 8 milliards en Europe. Donc il y a un réservoir de technologie absolument énorme. Deuxièmement, il y a un marché gouvernemental, donc il y a des clients qui sont garantis, et un certain nombre, vous parliez d'Elon Musk, il s'est beaucoup nourri de ce terreau. Et puis, troisièmement, il y a les GAFA qui n'existent pas. On a raté la première vague des données personnelles. Et donc, comme aujourd'hui, une grande partie de la valeur associée à l'espace est liée aux données, eh bien, ces GAFA, ça a donné le moteur nécessaire pour faire commencer le New Space aux États-Unis. Mais, et ça me semble très important, l'Europe, il se passe un certain nombre de choses en Europe. Alors, peut-être qu'effectivement, et ça, je suis bien content qu'on puisse en parler, la réalité, et ça je peux vous le dire, j'ai essayé de vous le montrer, la réalité est nettement plus belle que l'image en Europe. Parce que ça bouge. Et tous les acteurs bougent. Et ça n'est pas un acteur contre un autre. J'allais dire, les gouvernements bougent. La France et l'Allemagne discutent de mettre en place des groupes de travail. Le gouvernement du Luxembourg a pris l'initiative sur les ressources de l'espace. Donc un certain nombre de gouvernements bougent en Europe. Le gouvernement du Royaume-Uni a également bougé, et peut-être même parmi les premiers. Les agences bougent énormément. L'ESA, puisque j'y étais, a développé les Business Incubator Centers. Et j'allais dire, simplement pour dire que les objectifs assignés à chaque Business Incubation Center, c'est d'aider à créer 10 startups par an.
Aujourd'hui, on en est à 19 Business Incubation Centers en Europe, dont Aerospace Valley. Depuis combien de temps? Ça a commencé, voilà, 8 ans. Le premier a été en Bavière, et maintenant on est à 19. 19 multiplié par 10, ça veut dire qu'il y a à peu près, ne serait-ce que via les BIC, il y a à peu près 200 startups qui sont créées par an dans ces 19 BIC, ce qui est loin d'être négligeable. Le CNES a pris énormément d'initiatives et a créé une direction de l'innovation, est en train de monter un fonds d'investissement, aide de plus en plus de startups et je pense que notre collègue pourra en parler. La question, c'est pourquoi ça vient finalement si tard, puisque tout ça s'est fait finalement relativement récemment. Bon, ça vient tard. J'allais dire comme d'habitude. Moi, j'ai connu un monde sans espace. L'espace a commencé aux États-Unis et en URSS 6 à 7 ans avant l'Europe. Et on a été capable de rattraper notre retard. J'allais dire avec des budgets européens beaucoup plus faibles que ceux des États-Unis. On a conquis tout de même des places enviées, notamment en sciences, en services. Et donc, oui, l'Europe commence un peu plus tard. Je vous l'ai dit, le problème, c'est investissement public beaucoup plus faible, donc réservoir de technologie plus faible, un marché public plus faible, c'est lié d'ailleurs, et pas de GAFA. C'est les 3 raisons pour lesquelles on a eu plus de mal à démarrer, mais aujourd'hui, le démarrage est vraiment en cours. L'industrie se met aussi au diapason. Enfin, vous voulez dire donc en Europe, le New Space, c'est quelque chose de plus modeste, moins spectaculaire que ce qui se passe aux États-Unis? On en parle moins. On en parle moins. Je pense qu'aux États-Unis, l'image est plus belle que la réalité. Je pense qu'en Europe, la réalité est plus belle que l'image. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de M. Musk. Mais j'ai une grande admiration pour M. Musk, il n'y a pas de problème. Et il a beaucoup aidé justement à créer ce mouvement. Mais je pense que le mouvement est là. Et il y a encore énormément de choses à faire. Énormément de choses à faire. Mais alors... Vous parliez d'opposition. Oui, à chaque fois qu'un mouvement commence, vous savez, j'étais prof de mécanique des fluides, dès qu'il y a mouvement, il y a forcément résistance. J'ai toujours dit, la résistance est un signal très positif, parce que pas de résistance, ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement. Donc oui, il y a de la résistance, oui, il y a de la friction, oui, il y a un certain nombre de problèmes, mais tous les écoulements commencent comme ça. Mais je pense qu'une fois que l'écoulement est en place, la turbulence reste à la périphérie. C'est comme dans tous les éléments, tous les écoulements. Alors, Grégory Pradels, vous, du côté de l'Aerospace Valley et donc de ce que vous avez fondé, comment vous inscrivez dans ce mouvement du New Space? Bien. On s'inscrit bien. On s'inscrit bien parce qu'il ne faudrait pas... Qu'est-ce que concrètement vous avez fait? Il faut revenir un petit peu à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'on n'a pas d'entreprise New Space en Europe et en France. On a un tissu industriel en France qui est extrêmement pertinent. Alors on appelle ça des PME. Alors c'est vrai que ce n'est peut-être pas des startups. Mais il faut bien voir qu'en France, on a un nombre de PME qui sont somme toute incroyables parce qu'elles sont derrière tous les grands projets spatiaux français. Donc toutes les grandes missions scientifiques que vous connaissez, les Rosetta, les Opportunity, etc. Ariane, bien sûr. Derrière, vous avez des PME, des laboratoires français, qui sont très innovants et qui aujourd'hui ont envie d'y aller, qui ont envie de proposer leurs propres projets et ne plus attendre encore une fois la commande publique. Alors ça ne se met pas en opposition avec la commande publique. La commande publique est toujours là et elle est fondamentale. Elle est fondamentale pour construire l'avenir. Bien entendu, une PME ou une start-up ne pourra pas aller seule sur Mars. Les États-Unis sont peut-être un contre-exemple, même si la NASA est derrière. Mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, on a plusieurs marchés en parallèle. Alors, je ne vais pas faire un cours d'économie, mais moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est qu'il y a souvent trois choses. Vous avez le marché des experts, donc ce qu'on appelle la high-tech. Donc là, vous avez Airbus, Thales, le CNES qui construisent l'avenir. Très bien. Après, vous avez le low-cost. Le low-cost, c'est quoi? C'est vous faites la même chose un peu moins performant, mais vous essayez de le faire moins cher et qui marche.
Et faire quelque chose de pas cher et qui marche, c'est vraiment pas facile. Et là, on a tout un tas de PME qui sont capables d'attaquer le marché du low cost, que ce soit sur des lanceurs, sur des satellites ou sur du traitement de données. Mais vous adressez les mêmes clients. Vous adressez toujours le militaire, le gouvernemental, le scientifique. Et puis vous avez ce qu'on appelle le new tech, l'innovation de rupture. C'est quand il y a une rupture sur le marché, c'est-à-dire que vous ouvrez le marché à de nouveaux utilisateurs. Et donc vous allez vendre le spatial à de nouveaux consommateurs. C'est l'économie traditionnelle, par exemple, avec le traitement de données, etc. Et là, on a les startups. Donc on va avoir des exemples là où ils vont vous montrer comment ils ont réussi à vendre le spatial à des nouveaux consommateurs. Donc nous, comment on s'inscrit ? Eh bien, au niveau du pôle, on a regroupé tous ces acteurs qui avaient envie de proposer eux-mêmes leur projet. C'est New Space Factory, c'est ça ? Voilà. Et ils ont décidé... Ça a été créé quand, excusez-moi ? C'est très récent, hein, c'est janvier 2018. Oui, c'est très récent. Donc Saint-Tony en fait partie là. Et donc ce sont des acteurs qui ont décidé eux-mêmes, nous le pôle on est juste là pour coordonner l'action, d'appeler ça New Space Factory. Alors pourquoi ? New Space, c'est ce nouveau marché, ce marché des nouveaux entrants, que ce soit des pays, que ce soit des entreprises, que ce soit des clients. Donc attaquer ce nouveau marché et leur proposer la technologie qu'on a en France. Encore une fois, on a beaucoup de technologies en France. Donc le New Space, il est possible en France avec les technologies que l'on a déjà sur étagère. Et donc New Space Factory, c'est ce groupe d'industriels qui est un peu une usine à produits et à idées, qui est au service maintenant au niveau mondial de l'ensemble des nouveaux acteurs. Et une petite question, est-ce que les académiques, universités, laboratoires ou écoles d'ingénieurs sont associés à New Space Factory? Oui, dans le groupe, on a de aussi quelle manière des écoles d'ingénieurs, comme Supaéro à Toulouse, mais d'autres à Montpellier également, qui sont là, parce que l'objectif, c'est aussi, de former les futurs entrepreneurs, et deux, d'attirer les entrepreneurs à venir s'installer en France. Parce que si on fait venir des entrepreneurs en France, on va aussi faire venir un nouvel état d'esprit. Et qu'est-ce qu'on peut leur vendre pour les faire venir ? On peut leur vendre la technologie, mais on peut aussi leur vendre nos ingénieurs. Et on a plusieurs entrepreneurs qui nous viennent nous voir en nous disant j'ai besoin de ressources humaines et vous, à Toulouse, vous avez de très bonnes écoles. Donc je vais m'installer chez vous. Donc oui, les écoles d'ingénieurs font partie du groupement. Et encore une fois, c'est un collectif qui s'entend très bien. Parce que ça fait 30 ans qu'ils bossent ensemble, donc ils se connaissent par cœur, qui est très complémentaire, parce que vous allez trouver toute la chaîne de la valeur, du sol jusqu'au bord, et encore une fois, qui est vraiment motivé pour aller proposer ses propres projets. D'accord, très bien. Peut-être qu'on peut donc recueillir votre témoignage sur justement Saint-Tony. D'abord, qu'est-ce que c'est que Saint-Tony ? Qu'est-ce que vous proposez ? Enfin voilà, comment ça s'est créé ? Quand ? Donc nous, notre spécialité, c'est le GPS. On est issu d'une collaboration assez longue, plusieurs dizaines d'années avec le CNES et en particulier les équipes radio-navigation. Et j'ai été contacté il y a 8 ans maintenant par le métro de Stockholm qui me demandait une question absolument simple. Est-ce que vous pouvez me faire marcher le GPS dans mon métro ? Pourquoi est-ce qu'il faut me faire marcher le GPS dans mon métro ? Pour la raison suivante. Aujourd'hui, si j'appelle les secours, et que j'ai donc peut-être la 3G, j'ai peut-être la 4G, ou alors il y a des systèmes de communication professionnels, je ne vais pas être localisé. Si j'appelle les pompiers, il y a un incendie, comme il y a eu malheureusement dans le tunnel sous la Manche, je suis au milieu du tunnel, j'appelle les pompiers, venez me sauver. Où est-ce que vous êtes ? Dans le tunnel. Bon, il y a 50 km, je suis mal parti. Voilà, donc c'était la problématique qu'ils m'ont posée. On a mis quelques années à la résoudre et on l'a résolue donc, il y a maintenant 2 ans. On a déployé notre système à Stockholm et on est en cours de déploiement à Helsinki, Munich, Toulouse, New York et bientôt Toronto. Oui, donc, et là, du coup, vous utilisez le GPS via le spatial. Donc, l'expression que j'utilise, c'est pas utiliser le GPS. En fait, on complète la couverture du GPS, alors plus précisément du GNSS, dans les endroits où il ne fonctionne pas. On a un rôle en fait complémentaire par rapport aux agences de tous les pays ou continents qui font les constellations. Quand je discute avec le métro de Moscou, on les a pas encore convaincus, mais eux, il n'est pas question que j'installe le GPS ou le Galileo dans leur métro. Vous imaginez bien, c'est GLONASS. Oui. Quand je discute avec les Indiens, c'est IRNSS ou rien. Et
on peut extrapoler. Bon, en Europe, c'est un petit peu moins, comment pourrais-je dire, strict, mais effectivement, on est plutôt sur ce rôle-là, et personne n'a décidé, en tout cas la puissance publique, disons, n'a pas décidé de prendre ce rôle-là. Il y a eu une place pour une start-up comme nous. On a levé 1 million d'euros il y a un an. Aujourd'hui, on va bientôt annoncer donc une levée de 10 millions pour préparer notre expansion au niveau mondial. Ah oui. Vous êtes combien, si je suis pas on est 35, on 35, devrait finir l'année... Enfin, on devrait doubler dans les 12 mois. Donc pour vous, il n'y a pas d'obstacle particulier, que ce soit réglementaire, financier ou autre, pour qu'une start-up du spatial comme la vôtre se développe, ou est-ce qu'il y a encore, et quels sont-ils, des obstacles? Réglementaire, il y en a beaucoup, mais on arrive à en tout cas faire avec. Financier, c'est un petit peu délicat. En fait, les startups, peut-être êtes-vous au courant, en France, il y a énormément de startups qui obtiennent un seed funding, donc le financement initial, le premier 500 000, le premier million. Et si vous regardez les statistiques sur ceux qui passent en série A, série B, les statistiques s'écroulent. Je vis exactement cette période-là, je rencontre des VC tous les jours. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, mon problème, ce n'est pas que vous avez une bonne techno, a priori, vous en avez une, vous avez même commencé à trouver vos marchés. Dans quelques années, l'entreprise vaudra 500 millions de dollars. Eh bien, en Europe, il n'y a personne pour racheter une entreprise de 500 millions de dollars, alors que en Silicon Valley, il y en a. Donc aujourd'hui, on est encore dans une phase un peu délicate pour se faire financer des séries A, série B en Europe pour cette raison-là. Après, je reviens des US, je file la moitié de mon temps aux US. Se faire financer aux US pour une boîte dont la R&D est en France et toute l'innovation en particulier dans le domaine spatial à Toulouse, c'est assez facile quand même parce qu'ils ont une très très bonne image de notre technologie. Avec le risque ou pas d'un pillage technologique ou de... Pillage, je dirais pas ça, mais on est d'accord si... Enfin, nous, notre voie, c'est plutôt l'IPO, mais si on devait effectivement à terme vouloir se faire racheter, ça serait plutôt par des Américains. Ouais. Très bien. Benoît Despères, donc fondateur d'Aerospace Lab, pouvez-vous nous expliquer déjà ce qu'est votre société, qu'est-ce qu'elle fait très concrètement? Oui, alors on a commencé il y a peu de temps, il y a moins d'un an. On conçoit, on assemble et on teste en orbite des charges utiles en vue de réaliser une première constellation d'observation de la Terre en haute résolution, multispectrale, afin de fournir des services d'imagerie à la demande en complément aux moyens existants actuellement. Des services d'imagerie moins chers que ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, ou oui, c'est ça l'idée? Oui, évidemment, on se base sur le prix, mais aussi sur la disponibilité de services, où il y a très peu de fournisseurs à l'heure actuelle, dans le créneau très précis qu'on vise. Et associé à ça, l'extraction automatique d'informations à partir de ces images, parce qu'on voit qu'on n'est pas les seuls sur la niche. La tendance va vers de plus en plus de données, des flux de données qui deviennent impossibles à traiter avec des analystes humains. Et donc on développe aussi des solutions logicielles afin d'extraire de cette pile de données de l'information utile. D'accord. Et alors combien, justement, quand est-ce que vous allez mettre en orbite cette constellation? Est-ce que vous réfléchissez déjà aux lanceurs que vous pourriez utiliser? Oui, bien sûr. Donc les constantes de temps pour trouver un lanceur sont de l'ordre de 1 an à 2 ans sur cette gamme de satellites-là. Donc on est en train déjà de discuter avec plusieurs fournisseurs de services de lancement pour la constellation. En attendant, on a déjà réservé des places pour les plateformes de démonstration technologique qui vont commencer à partir du milieu de l'année prochaine avec une fréquence de 1 par trimestre. Voilà. 1 par trimestre, c'est-à-dire ce que vous appelez plateforme de développement technologique, c'est... Concrètement, c'est les stations sol, c'est tout ce qui... Non, voilà, donc en fait, les stations sol accompagnent ce déploiement en orbite, mais là, on vise un déploiement d'une plateforme par trimestre à partir de milieu 2019. Okay. Et ces plateformes ont un niveau de complexité incrémentale afin de faire une réduction de risque phasée pour arriver vers début 2020 avec les premiers modèles de vol 100% représentatifs de la constellation. Et alors, comment vous êtes financé et comment vous allez continuer à vous financer? Et le financement est-il toujours, même question, un obstacle?
Oui, ben, on se retrouve un peu dans l'histoire qui a été décrite juste avant. Dans notre cas, la barrière était assez haute à l'entrée du seed parce qu'on trouve assez peu de fonds d'investissement ou de business angels qui sont enclins à financer de la technologie spatiale matérielle parce que tout le monde sait que la barrière à l'entrée est très haute en termes d'investissement initial. C'est très risqué. Il y a peu d'exemples récents dans le New Space d'entreprises qui font des constellations de petits satellites et qui se portent bien. Je veux dire, ça se compte sur les doigts d'une main dans le monde. Donc il a fallu convaincre le premier. Et maintenant, par contre, on a un peu de traction, on a beaucoup de support. On parlait tout à l'heure de l'interaction avec les agences et le public. On a la chance d'avoir pas mal de support de l'Agence spatiale européenne et du gouvernement fédéral belge et régional belge et de Wallonie. Et grâce à ça, on a pu mélanger les genres et on essaye de converger vers une recette qui exploite les forces du New Space ainsi que du Classic Space, comme ils aiment l'appeler, où, pour caricaturer un petit peu, on apporte la fougue et eux apportent un peu l'assurance qualité et des barrières pour faire en sorte que nos systèmes fonctionnent. Parce qu'on parlait d'innover. Innover, c'est bien. Faire des satellites low cost, c'est bien. Mais qui fonctionnent, c'est fondamental, évidemment. Et vous lanceriez avec un lanceur européen ? Ils sont dans l'appel d'offres, donc on émet des appels d'offres. On a une préférence européenne, mais le marché du lanceur est compliqué, pas forcément en termes de prix, c'est un aspect, mais aussi en termes de fréquence de lancement et d'accès aux orbites souhaitées. Ariane 6 fait partie dans l'appel d'offres Vu qu'elle n'est pas encore commercialisée. Mais en 2020, voilà. On parle à Ariane Group, en effet. Oui. Voilà. Et vous pensez lancer quand ? Enfin, commencer vraiment la mise en orbite ? Comme j'ai dit, les premières plateformes sont pour milieu de l'année prochaine. Ah oui, donc c'est rapide, voilà. D'accord. En orbite. Oui, voilà, d'accord. Voilà. Et on est principalement contraint par les délais d'approvisionnement de certains composants, où on travaille avec soit des PME, soit des grands groupes, qui ont des constantes de temps dans les livraisons qui sont parfois énormes. Donc ça, on essaie de trouver des solutions. Et l'autre constante de temps avec laquelle on doit composer, c'est justement les délais d'analyse mission pour les lanceurs. Et combien ça coûte un projet comme ça, au final, quand vous allez commencer à mettre en orbite les premiers... Ça dépend à qui vous demandez. Si vous demandez au financier ou à l'ingénieur. Au financier, peut-être. Oui, mais il n'est pas là, donc voilà, ça tombe bien. Non, mais ça coûte cher, évidemment. Ça coûte, donc si on prend des points de repère relatifs, comme je le disais, la barrière à l'entrée en investissement initial est quand même facilement un ordre de grandeur au-dessus de la vague précédente de start-up, plutôt dans le digital. Mais vous pouvez citer un montant Sur cette gamme de microsatellites, par plateforme microsatellite, on est de l'ordre de quelques millions d'euros par plateforme. Donc ça, c'est... Pour le développement et la construction. Non, en coût récurrent. En coût récurrent, voilà. D'accord. Voilà. Et évidemment, il y a les coûts non récurrents, mais ça dépend. Oui. Simplement, il n'y a pas que la plateforme, il y a la charge utile. Prenez le micro peut-être si vous... Exact. Donc il y a des autres coûts. Là, on parlait justement de la plateforme satellite. Il y a la charge utile, il y a l'infrastructure sol, il y a les opérations, les coûts de bande passante pour rapatrier les données d'un point A à un point B, les coûts de traitement, de stockage, de calcul parallèle massif dans le cloud ou en infrastructure physique. Donc, en effet, ce sont des projets qui demandent énormément d'infrastructures, qui doivent être financés en amont, parce que tant que l'infrastructure ne tourne pas, c'est compliqué d'avoir des clients qui payent pour un service si le service n'est pas effectué. Donc là, je rejoins aussi ce qui a été dit avant, de l'importance fondamentale du public, qui permet de placer des contrats de service qui permettent d'avoir un revenu prospectif stable sur lequel on peut s'appuyer pour croître et attaquer des marchés purement commerciaux privés et ouvrir ces services aux acheteurs qui ne sont pas les acheteurs traditionnels. Donc on sort du carcan agences, gouvernement. Mais justement, vos clients, les clients que vous visez vont être différents des grandes agences. Vous visez quel type de clients ? Alors, on a évidemment les agences, qu'elles soient spatiales ou plutôt sécurité défense, qui sont intéressées par les produits que nous confectionnons. Mais on a aussi tout un pan qui n'est pas public, qui est plutôt tout ce qui est information de support à l'intelligence économique, au sens anglo-saxon du terme, donc vraiment du renseignement économique sur utiliser les informations géospatiales pour extraire des valeurs scalaires qui sont ensuite agrégés et qui peuvent renseigner de la santé d'un groupe industriel, d'un pays. Voilà. D'accord, merci.
Merci beaucoup. Alors justement, pour reparler un peu des agences, qu'est-ce que vous avez pensé de la sortie de Tom Enders sur justement l'importance qu'il y a, parce que c'était important ce qu'il a dit à un moment sur les budgets publics et le manque de budget public. Il faisait une comparaison avec les États-Unis, donc on sait ça. Est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord sur le fait qu'il n'y a pas assez de budget public pour le spatial ? Je l'ai dit tout à l'heure, l'investissement public aux États-Unis pour l'espace, c'est 45 milliards de dollars par an. En Europe, c'est 7 milliards. Bon, avec beaucoup de militaires là-bas. Ça, oui, alors ça, je l'ai toujours dit, la plus grande agence spatiale du monde, ça n'est pas la NASA, c'est le département de la Défense. Le budget spatial du département de la Défense américain est supérieur à celui de la NASA. Donc, et ça, c'est un des déficits de la stratégie spatiale européenne, c'est que la dimension défense est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire, ça c'est factuel. D'ailleurs, on n'a pas, si je peux me permettre, on n'a pas besoin de l'être d'un industriel pour découvrir que les investissements publics sont différents aux États-Unis et en Europe. Bon, donc ça c'est bon. Par ailleurs, la lettre, je l'ai découverte dans les journaux, donc j'allais dire, ça ne vous a pas échappé que j'ai quitté l'ESA, et je ne tiens pas à commenter les commentaires. Donc ça, c'est simplement, moi, ce que je retiens, c'est ce qui a été dit par nos deux collègues. Il n'y a pas d'opposition entre les start-up et les agences. Il n'y a pas d'opposition entre l'investissement privé et l'investissement public. Il n'y a pas d'opposition entre les clients gouvernementaux et les clients privés. J'allais dire, chacun se nourrit de l'autre. Et c'est comme ça qu'il faut regarder. J'allais dire, si on commence par nourrir les oppositions, je ne suis pas sûr que le mouvement va s'accélérer. Donc on a besoin d'accélérer le mouvement en Europe. Et pour accélérer le mouvement, c'est-à-dire, il faut que tous les acteurs travaillent ensemble. D'autant plus qu'encore une fois, les acteurs qui sont... j'allais dire, je n'en ai entendu aucun dire... que l'investissement privé doit remplacer l'investissement public ou que le client privé doit remplacer le client public. Il n'y aurait rien de pire. Donc travaillons ensemble et c'est la meilleure façon d'accélérer le mouvement, un mouvement dont on a besoin. Et c'est vrai que dans ce mouvement, le rôle de chacun est en train de bouger, les frontières sont en train de bouger. C'est vrai que ça crée, comme je l'ai dit tout à l'heure, des tensions et de la résistance. Mais enfin, c'est pas comme ça que on va avancer. On a besoin d'avancer plus vite. On n'a pas besoin de se battre. Oui, juste alors, pas un commentaire sur effectivement la lettre de Tom Enders, c'est dans la Tribune, je crois. Hein. C'est parce que on est dans le non, thème, non, c'était une lettre publique et qui a été reprise par la presse. Par la presse. Ouais. Mais par contre, un commentaire sur. Je suis pas sûr qu'elle était publique. Mais elle s'est retrouvée dans la presse. En tout cas. Elle s'est retrouvée dans la presse par miracle. Voilà. Non, mais bon, pas de commentaire là-dessus, bien sûr, mais un commentaire par contre sur les budgets publics là, en Europe. Le rôle de la puissance publique est fondamental, et par contre, il doit évoluer. Et c'est là qu'est le challenge, je pense, pour la puissance publique. C'est Michel Crozier, je crois, qui disait un État moderne, c'est un État modeste. Les États-Unis l'ont bien compris. Ils sont, pour plusieurs choses dans le spatial, ils sont passés du produit au service. Si vous prenez l'exemple du programme COTS américain qui a permis l'émergence de SpaceX, la NASA a acheté un service pour l'accès à l'espace. Ils n'ont pas acheté un lanceur. Ils n'ont pas mis une spécification de 300 pages sur la table en disant faites-moi une proposition de prix pour cette solution technique que moi j'ai imaginée. Non, ils ont mis une spécification de 12 pages pour envoyer 6 bonhommes, je crois, dans la station. pour l'instant, c'est surtout des tonnes. Ouais, des bonhommes. Mais ils ont eu 13 propositions, très très diverses, et ils en ont choisi quelques-unes parmi ce nombre. Donc le rôle de la puissance publique est fondamental pour l'émergence du New Space. Il faut passer
il faut que la puissance publique soit un client. Alors, plus le seul client, il ne faut plus qu'elle soit le seul client du produit ou du service, mais qu'elle soit un client, peut-être le premier, qui permette à la start-up d'avoir une visibilité sur ses commandes, mais qui permette aussi à la start-up de développer un modèle économique pour aller vendre son produit ou son service à d'autres clients. Et c'est comme ça que la puissance publique fait un appel d'air et encourage l'émergence d'entrepreneurs. Donc on attend en France et en Europe, et on commence à le voir dans certains domaines, une puissance publique qui a fait ce qu'on appelle des appels à solutions, du type proposez-moi une solution pour résoudre tel ou tel problème. Et là, ça fera un appel d'air considérable à tous les entrepreneurs qui vont imaginer des solutions diverses et variées. Si je peux me permettre, c'est juste mon avis. Moi, j'ai plutôt interprété la position de Tom Enders, pas tellement sur le budget, mais plutôt sur la méthode. Et finalement, la méthode de discussion, il se place finalement un peu dans la démarche New Space, dans lequel il dit je suis un acteur, j'ai envie, je propose que ma voix soit entendue, et pas juste pour vous donner des propositions commerciales. Aussi sur la direction dans laquelle on peut aller, on a plein d'idées, et on aimerait bien accessoirement participer à la définition de cette direction. Ouais. Simplement pour compléter ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord. La puissance publique doit d'abord être un client, et encore faut-il avoir un marché suffisant. C'est-à-dire, il n'y a pas en Europe le marché comme celui de la desserte de la station spatiale. Ça existe aux États-Unis, ça n'existe pas en Europe. Mais c'est vrai que la puissance publique doit d'abord être un client, mais elle doit aussi fournir des technologies. Et ce qui est essentiel, c'est fournir des technologies en open source. Et il y a des progrès à faire là-dessus en Europe. Parce que Elon Musk a non seulement utilisé le marché de la NASA, mais il a utilisé aussi un moteur qui avait été développé pour la Lune. Il a utilisé l'atterrissage qui avait été développé via les missions Delta X au début des années 90. Donc il s'est largement servi de technologies existantes. Et avec le marché, il a réussi à faire des choses extraordinaires, parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Alors justement, est-ce que le rôle des grands industriels que sont Airbus et Safran dans le système spatial reste quand même prépondérant pour tirer vers le haut des startups ? Je crois que avec par exemple le projet Ariane 6. C'est-à-dire, ils sont prépondérants. C'est un fait, là aussi. Il faut. Mais est-ce que les startups peuvent en profiter ? Les startups peuvent en profiter. Et j'allais dire, et en profitent. Ça n'est pas. Encore une fois, il n'y a pas d'opposition entre le public et le privé, entre les grands industriels et les startups. Je pense que chacun des acteurs vit sur un même terreau et doit justement faire en sorte qu'ils coopèrent et ils s'aident les uns les autres. Je peux confirmer que dans mon cas, j'ai deux bienfaiteurs, qui ne m'ont pas donné d'ailleurs un centime, c'est Airbus et CNES. Ils ont effectivement, ils nous ont soutenus, et en particulier le responsable de l'innovation Airbus et le responsable radionavigation CNES. Sans eux, on n'existerait pas. Oui, et puis dans notre cas, on a aussi cette quête de synergie avec ces grands acteurs. On discute avec plusieurs d'entre eux pour voir comment négocier ce virage difficile qui est sortir de son garage et de son prototype et passer sur une constellation qui a des exigences de disponibilité de services qui sont assez élevées, et l'industrialisation de cette constellation, où là, une des synergies évidentes, c'est de s'appuyer sur leurs infrastructures industrielles et de ne pas redévelopper ça from scratch, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens. Ça veut dire par exemple que OneWeb, ce que développe Airbus avec OneWeb, est un exemple pour vous pour apprendre cette phase d'industrialisation ? Oui, alors bien sûr, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Oui, mais je crois que c'est 25 à
50 kilos, c'est ça Oui, vos... oui, oui. et puis sur des beaucoup plus petites séries. On oui. est sur des séries 10, 15, 20 exemplaires. Oui. Donc on n'est pas sur des méga constellations comme OneWeb. Mais clairement, l'idée, c'est de synergiser un petit peu l'écosystème. On voit que ces grands donneurs d'ordre avec qui on discute, bizarrement, sont intéressés par essayer d'extraire un petit peu de notre culture d'entreprise et d'injecter ça dans certains de leurs bureaux d'études. Donc, ce n'est pas le chiffre d'affaires qu'on leur procurerait qui est anecdotique par rapport à leur bilan. C'est plutôt de l'apprentissage croisé où on apprend de leur expérience et des multiples décennies de succès qu'ils ont d'un point de vue technologique. Et ils essayent d'apprendre de notre côté, et d'insuffler chez eux un peu de façon d'innover différente, un angle différent sur des problématiques communes. Vas-y. Et je voulais ajouter, parce que c'est vrai qu'il y a un apprentissage croisé entre la start-up et les grands acteurs spatiaux, les grands acteurs industriels spatiaux. Mais il y a aussi un apprentissage croisé entre l'industrie spatiale et l'industrie non spatiale. Il y a beaucoup à apprendre de l'industrie non spatiale. Monsieur Musk s'est beaucoup inspiré de la production des automobiles pour produire ses lanceurs. Et de plus en plus, là aussi, on établit des ponts entre l'industrie spatiale et l'industrie non spatiale. Pour parler du CNES, par exemple, Total et Renault sont associés à des groupes de réflexion avec le CNES. Donc, il y a aussi une ouverture entre le monde spatial et le monde non spatial. En parlant de l'initiative du Luxembourg, le 28 septembre prochain, ils vont faire une réunion entre l'industrie spatiale et l'industrie des ressources non spatiales. Et je pense que ce genre de dialogue et ce genre d'échange va aussi beaucoup nourrir le New Space, parce que le New Space, comme il a été dit, c'est des nouveaux acteurs, et parmi les nouveaux acteurs, il y a des acteurs qui sont des acteurs non spatiaux. Oui, il y a une application dans la définition de New Space que j'ai peut-être pas mentionné tout à l'heure, mais qui est avant, l'argent public finançait dans le cadre du programme Apollo plein de développements technologiques qui étaient des premières. Le calculateur digital numérique embarqué dans Saturn V était une première qui n'avait pas d'équivalent terrestre sous cette forme-là. Et puis on a vu ces spin-off technologiques qui sont finalement arrivés dans les foyers sous forme de produits de grande consommation. On connaît tous les exemples des couvertures de secours et autres. Et maintenant, dans le petit satellite, on voit qu'on a le phénomène inverse. Donc les innovations qui viennent, je parle de la gamme 25-50 kg dans les petits satellites, les composants viennent principalement du push technologique dans l'automobile, dans l'industrie du smartphone et du semi-conducteur en général, qui a miniaturisé et qui a des budgets de R&D qui sont incomparables par rapport au spatial. Et maintenant, on voit même le push de la voiture autonome, qui développe toutes les batteries de capteurs et de calculateurs embarqués, qui peuvent être pertinents pour cette gamme de satellites aussi. Et donc on fait du spin-in technologique de l'industrie non spatiale vers le spatial. Ça anticipe une question que je voulais vous poser, mais justement, parce qu'on parlait d'automobile. L'automobile autonome, la voiture autonome, aura-t-elle, quel lien il va y avoir avec le spatial ? Alors, concrètement, dans notre cas, très concrètement, on voit que la nouvelle génération de voitures autonomes qui est à l'état du bureau d'études maintenant nécessite des batteries de capteurs qui sont meilleures que les capteurs précédents. Donc par meilleur, on entend plus intégrés, plus intelligents, plus autonomes, qui consomment moins, qui sont miniaturisés, qui coûtent moins cher à la production en série. Et on se retrouve avec ces développements technologiques, une partie au moins de ces développements peuvent être pertinents pour l'intégration dans les capteurs, les charges utiles et les éléments de la plateforme satellite dans les gammes sur lesquelles on travaille. D'accord. Ensuite, nous passerons la parole à la salle pour quelques questions. Juste une information. Justement, on parle d'automobile. Il n'y a plus une seule automobile où il y a des câbles. Il y a encore beaucoup de câbles dans les satellites. Ça a été dit voilà 15 jours par le patron de SES. Si on prend toute la gamme de satellites de cette SES qui sont en orbite, ça représente 1,5 tonne de câbles. Et donc, il y a 1,5 tonne de câbles en orbite sur l'ensemble des satellites SES. Et ce patron disait il serait grand temps de supprimer tous ces câbles parce que 1,5 tonne, ça coûte très cher, non seulement à fabriquer, mais surtout à lancer. Donc un champ pour le New Space. Voilà. Le Wi-Fi dans les satellites, c'est pour bientôt. Hein, je veux dire. Oui. Donc, si la salle avait des questions, il n'y a pas de souci, on peut
prendre 2 ou 3 questions. Monsieur, vous avez un micro? N'oubliez pas de vous présenter si possible. Oui, bonjour, Antoine Meunier pour le magazine Espace et Exploration. Est-ce que, selon vous, un acteur, un équivalent d'Elon Musk pourrait s'épanouir, pourrait voir le jour face aux opérateurs, à l'opérateur historique qu'est Airbus en Europe donc? Qui veut répondre? Alors, je pense je vais donner mon point de vue. Je pense qu'il y a 2 choses à voir. C'est vrai qu'en France, alors en Europe peut-être un peu plus, mais en France, quand on se retourne, on a peu d'entrepreneurs. C'est vrai, on a la technologie, on a du savoir-faire, on a de l'expérience. On commence à avoir des initiatives publiques-privées, mais on a, c'est vrai, peu d'entrepreneurs, on va dire de la trempe d'un Jeff Bezos ou d'un Elon Musk. Ça, c'est une réalité. Après, je pense qu'il faut aussi voir ces entrepreneurs dont vous parlez, ils sont avant tout milliardaires avant d'être entrepreneurs. Je parle quand il a commencé SpaceX, ou tout du moins peut-être millionnaire à cette époque-là. C'est déjà beaucoup plus facile de se lancer dans un projet quand on a déjà fait fortune, quand on est déjà à l'aise dans la vie, et de prendre le risque de lancer une initiative aussi importante que ça. C'est vrai qu'en France, malheureusement, on a il y a quelques familles importantes, même sur Toulouse, on a quelques familles importantes qui sont là, mais on a peu d'entrepreneurs ayant réussi qui tentent des ruptures aussi fortes. Donc oui, on pourrait en avoir, mais c'est vrai que je dirais que c'est un ADN un peu différent entre les 2 pays. C'est une question de culture aussi. Nous, on est plus dans le collectif, plus dans la construction du ensemble que dans le héros national qui porte la stratégie du pays derrière lui. Pourquoi limiter la question à l'espace? Elon Musk, il a d'abord fait PayPal, Jeff Bezos, il a d'abord fait Amazon, et donc pourquoi il n'y a pas en Europe l'équivalent de Jeff Bezos pour Amazon ou de Elon Musk pour PayPal? Donc je ne pense pas que ça soit strictement, enfin je suis même persuadé du contraire, ça n'est pas un problème espace. C'est un problème général d'investisseurs et d'entrepreneurs dans l'innovation. Peut-être pas forcément la même culture du risque. Oui, c'est vrai que le risque en fait partie. J'avais lu, et là je peux le dire, puisque c'est pas, je l'ai lu dans un journal, je crois que j'avais lu une analyse de Daniel Cohen dans un journal l'année dernière qui disait que aux États-Unis, les riches étaient des nouveaux riches, donc venaient de faire fortune récemment et donc avaient beaucoup moins de problèmes à prendre des risques, alors que les riches européens sont des héritiers et avait beaucoup plus la préoccupation de transmettre à la génération suivante. Alors je lui laisse l'analyse, hein, je l'ai lu. Oui, il y a certainement la culture du risque qui est assez différente. Bon, je ne veux pas faire du café du commerce, mais tous ceux qui sont aux États-Unis sont des Européens qui ont quitté l'Europe pour des problèmes de pauvreté ou de religion. Ça donne une culture un peu différente. Il y avait une question juste derrière. Monsieur. Oui, j'ai un petit commentaire sur la question précédente. Il y a clairement la vision du risque et la vision de l'échec en Europe qui n'est pas du tout la même que sur la côte ouest américaine, où j'ai une anecdote personnelle là-bas. Pour la première levée de fonds, aux États-Unis, on me demandait combien d'entreprises j'avais planté avant. Et je disais 0. Et c'était un critère d'exclusion, en fait, du financement. Et en Europe, c'est l'inverse. Donc, si vous avez un échec en Europe, il vous suit tout le reste de votre carrière d'entrepreneur. Aux États-Unis, c'est un passage obligatoire parce qu'ils disent que vous avez appris de vos erreurs et que voilà, c'est une filière normale. Et la deuxième chose, moi, je suis sorti des écoles d'ingénieurs vers 2008-2009. Et on était, à mon sens, la première génération où il y avait vraiment des outils mis en place dans les écoles d'ingénieurs pour essayer de former des entrepreneurs plutôt que des bons cadres. Où en Europe, on avait cette perception, et encore dans les écoles dans lesquelles je suis passé, le gros de la promo est formaté pour devenir cadre dans un grand groupe. Et donc ce désir entrepreneurial n'est pas assez pouponné, il n'y a pas d'engrais, comme on disait tout à l'heure. Et on voit que déjà, il y a une dizaine d'années, il y a des mesures qui ont été mises en place, et ces mesures commencent à faire effet. Donc on voit... Il faut que tout le monde puisse poser des questions. Non, mais je pense que ce changement a eu lieu il y a une dizaine d'années parce que le problème a été identifié et que maintenant on commence à voir les premières générations d'ingénieurs qui sortent des écoles avec cette volonté entrepreneuriale. Et qu'avant, c'était moins marqué. Oui. Ok, merci.
Parce que ce sera la dernière question. Après, il faut qu'on laisse la salle, monsieur. Donc. Bon, ben alors je vais être très rapide. Bonjour, Olivier Dobels, Cluster Polaire. J'ai une question justement sur cette articulation de l'approche classique top-down par la commande publique et aujourd'hui les nouveaux modes de financement et les nouveaux modes de valorisation économique dans le New Space, qui s'articule sur un point, c'est que le succès d'Elon Musk s'inscrit dans un contexte qui est notamment celui de la plateformisation de la NASA, qui, à la suite notamment des coûts prohibitifs du développement de la navette spatiale, s'est rendu compte qu'il était peut-être plus intéressant d'être une organisation qui travaille avec de multiples partenaires industriels, et dont SpaceX fait partie. On a eu un petit peu l'exemple aussi avec la création d'Ariane Group, où le CNES en fait, a vendu ses parts à Ariane Group, et du coup, on se retrouve avec une articulation. On a l'Agence spatiale européenne et le CNES, qui est entouré de partenaires industriels. Et ça, est-ce que ça a créé un véritable élan en Europe? Est-ce que vraiment, du coup, le fait d'avoir une agence spatiale qui n'est plus de part dans l'activité économique, est-ce que vous sentez que ça a créé un véritable souffle pour l'écosystème, ou au fond, on a quand même un problème aujourd'hui de taille du marché qui fait que c'est limité? On a clairement un problème de taille de marché. Vous parlez de la NASA et du COTS. La NASA a lancé un appel d'offres pour la desserte de la station. Voilà une quinzaine d'années. Elle a pu choisir 2 industriels en dehors des industriels traditionnels qui étaient ULA. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que le marché américain peut soutenir à la fois ULA, SpaceX et puis Orbital ATK. En Europe, on n'a pas le marché pour maintenir plusieurs industriels de lanceurs. Donc effectivement, la taille du marché public en Europe n'est pas à l'échelle de celle des États-Unis. Et ça change tout de même beaucoup le paysage. Donc vous avez parlé de changements, qui sont des changements qui vont dans le bon sens. Mais ces changements ne sont pas aujourd'hui nourris par un marché public à la taille de celui des États-Unis. Je ne mets pas en cause le marché public européen, j'en faisais partie. Mais c'est vrai que d'ailleurs, il faut pas rêver. La réalité est celle-là. Le marché public européen est en gros 6 à 7 fois plus petit que celui des États-Unis dans l'espace. Ça change beaucoup de choses. Juste un dernier mot, il y a une différence quand même fondamentale entre les US et l'Europe. C'est le Small Business Act, et ce Small Business Act est vraiment dérivé dans le domaine spatial. La NASA consacre une partie pré-identifiée, je crois que c'est 15% de l'ensemble de ses contrats pour les PME. Et peut-être ne le savez-vous pas, mais les premiers contrats d'Elon Musk étaient passés par ce biais-là. Donc, essayons déjà de commencer à faire ça en Europe et en France. Bien. Écoutez, merci. La petite musique commence à faire entendre sa voix. Ça veut dire qu'il faut que nous libérions la salle. Merci à tous pour votre participation à ce panel.